Alors bonsoir à tous. Bonsoir Dr Bronstein. Bonsoir, bonsoir Mathias, bonsoir à tous. Alors, donc ce soir, on va parler de la sortie de votre livre Maladie de Lyme chronique, sortir de l'impasse. Alors d'abord, vous allez vous présenter un petit peu pour les gens qui ne vous connaissent pas, tout simplement. Je vous laisse y aller. Voilà, je suis médecin généraliste, actuellement installé en banlieue parisienne. Je suis amené à voir un grand nombre de personnes et depuis un certain nombre d'années, je me suis passionné pour cette pathologie qui est extrêmement difficile à définir et très polymorphe et qui serait, en tout cas dans l'esprit de certains, inexistante et qui pour d'autres serait l'explication et la cause d'un très grand nombre de maladies. Voilà, c'est cette passion qui m'a entraîné et qui m'a amené, poussé à guérir et à soigner, à traiter des milliers et des milliers de patients qui sont venus me voir avec des pathologies extrêmement diverses, des maladies auto-immunes, des maladies dégénératives chroniques, des enfants autistes, des pathologies inflammatoires chroniques. Et ça m'a plongé dans une étude extrêmement approfondie de l'immunopathologie, c'est-à-dire les caractères de défense de l'organisme en rapport avec ce pathogène, le Lyme, les borrélioses en général et les co-infectants, et à me pencher sur les dernières données de la recherche scientifique. Et ainsi, j'ai été amené à pouvoir traiter, prendre en charge un très grand nombre de patients avec succès. Alors quand vous parlez de maladie auto-immune, autisme, c'est quoi le rapport avec la maladie de Lyme? Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors, la maladie de Lyme, en fait, il est très difficile d'en définir les contours, d'autant que l'existence officielle d'une forme chronique de la maladie de Lyme n'existe pas. Donc, il m'a été confié comme tâche d'essayer d'abord d'en définir les contours. Et je me suis appuyé sur 64 points de sémiologie, c'est-à-dire de symptômes cliniques, un certain nombre d'examens biologiques qui ont été validés scientifiquement par le passé, par des publications scientifiques, et ensuite l'examen beaucoup plus approfondi des données immunologiques que le Lyme déclenchait dans le corps humain. Et ce qui apparaît de façon assez claire, c'est que le Lyme est plus une maladie du système immunitaire qu'une pathologie d'ordre infectieux, telle qu'elle nous est présentée par les infectiologues. Or, cet aspect infectieux me semble contestable, pas de fièvre, des données biologiques qui ne montrent pas de réelle infection, et puis lorsqu'on creuse et qu'on va chercher les données immunologiques, on s'aperçoit qu'il y a des très très grandes manifestations d'ordre immunologique récurrentes dans cette pathologie qu'on peut caractériser. Et c'est ainsi que je me suis penché sur l'immunopathologie de cette maladie dans sa forme chronique. Et c'est là le point commun qui existe entre ces différentes pathologies, ces différentes maladies, les maladies inflammatoires chroniques, les maladies auto-immunes en particulier, puisque le Lyme est un excellent déclencheur de maladies auto-immunes. Alors je vais juste vous couper 2 secondes et vous demander de parler un peu plus fort, de rapprocher un peu la caméra parce que les gens n'entendent pas très bien. Ouais. D'accord. Voilà, donc c'est à partir de là que vous avez fait le lien entre toutes ces pathologies et la maladie de Lyme chronique. Voilà, la maladie de Lyme dans sa forme chronique n'est une non-maladie puisqu'il n'y a pas de maladie au sens vrai du terme, mais il y a l'expression d'une maladie sous-jacente à des manifestations pathologiques d'ordre immunologique, auto-immun, des manifestations inflammatoires chroniques de certains tissus et des manifestations du vieillissement tissulaire en particulier. Et donc, c'est là le lien que l'on peut faire avec la présence de ce pathogène que l'on pourrait qualifier effectivement de maladie de Lyme chronique, mais qui prend des aspects assez étonnants de maladie d'Alzheimer, d'autisme, avec des notions de vascularité, d'inflammation des petits vaisseaux, des notions de neuropathie, des atteintes sur la gaine des nerfs,
et des atteintes neurologiques profondes, des atteintes également tissulaires, avec des destructions ostéo-articulaires, des atteintes des tendons, et puis des manifestations d'auto-immunité avec certaines caractéristiques qui sont récurrentes lorsque les personnes atteintes, les malades, sont porteurs de certains gènes. Alors aujourd'hui, il y a certains professionnels de santé qui parlent d'un sida, d'un syndrome d'immunodéficience acquise. Pour vous, est-ce qu'on peut parler d'un sida? Alors, le sida, il ne faut pas le confondre avec le sida. Le sida est une atteinte particulière d'une lignée cellulaire particulière, les CD4 qui sont des lymphocytes T helper. Lorsque les CD4 s'effondrent, eh bien effectivement, les défenses immunitaires s'effondrent et il s'ensuit des réactivations à la fois virales, bactériennes, cancéreuses. Les défenses de l'individu étant enfoncées, la propension à tomber extrêmement malade arrive et on peut mourir. L'aspect immunologique des borrélioses ne peut pas être appelé un sida, mais il s'agit tout de même d'une dépression immunitaire, mais plus complexe peut-être que dans le sida, en tout cas causée par ces bactéries, avec des atteintes physiologiques cellulaires très particulières, donc la physiologie cellulaire est extrêmement abîmée, et puis des manifestations immunologiques qui lui sont propres, et en particulier l'atteinte d'une lignée lymphocytaire particulière qui s'appelle le Th17 et ses modalités d'inflammation qui en découlent. Donc c'est une maladie du système immunitaire avant tout. Alors votre livre, il s'appelle Maladie de Lyme chronique, sortir de l'impasse. Qu'est-ce que vous entendez par là pour sortir de l'impasse justement du maladie de Lyme chronique? D'abord, j'entends qu'il faut connaître les données physiopathologiques, ce que les médecins souvent appréhendent assez mal et ce qui relèverait à mon avis d'une véritable spécialité. Le Lyme chronique, il faut le connaître. C'est une spécialité à mon sens. C'est une spécialité qui oblige à revoir les données actuelles de la pratique médicale, que ce soit en neurologie, que ce soit en cardiologie, que ce soit en psychiatrie, que ce soit en rhumatologie. C'est des fondamentaux qui doivent être revus et remoulinés dans le cadre de ce que l'on connaît aujourd'hui en immunopathologie. Donc l'aspect chronique de cette pathologie doit être affirmé, reconnu, aussi bien par les pouvoirs publics que par les médecins, par les praticiens. Ensuite, sortir de l'impasse, eh bien, c'est avoir des solutions thérapeutiques à proposer aux patients, des solutions qui soient efficaces dans un contexte où les patients se dégradent de plus en plus vite et finalement subissent non seulement une dégradation physique, psychologique, familiale, mais également une dégradation de leurs conditions de vie qui parfois deviennent insupportables, une désocialisation majeure, et donc les formules toutes faites n'existent pas. C'est une médecine qui doit être réalisée sur mesure, en fonction de la tolérance des thérapeutiques, en fonction de ce que les patients pourront tirer comme bénéfice dans leur pathologie propre. Et donc ça oblige à un exercice extrêmement complexe de la médecine, mais ces solutions existent et elles doivent être appliquées librement et sans que les médecins qui puissent apprendre ou qui puissent pratiquer cette médecine soient brimés, sans que les patients en fassent les frais. Voilà. Aujourd'hui, on est quand même, on a l'impression que la médecine est très, très standardisée, quoi. Il va y avoir un sacré écart et c'est une sacrée remise en question de la part du corps médical, quoi. Comment vous appréhendez tout ça, vous? Alors, la standardisation de la pratique médicale, à mon sens, elle va parfois à l'encontre de l'intérêt des patients. Cette standardisation qui empêche fréquemment la réflexion et l'individualisation de la médecine. Maintenant, on a besoin d'avoir des grandes lignes de pratique. Ça, c'est indispensable. Mais cette standardisation, parfois, ne peut pas être appliquée. On peut
trouver de très nombreux exemples d'un médicament couramment appliqué dans le cadre d'une pathologie donnée et dont les effets néfastes sont tellement importants qu'on va être obligé de l'interrompre. Et il faut tout de même apporter une solution thérapeutique aux patients. Cette standardisation, elle a pour vocation de simplifier la médecine. Or, la médecine, c'est quelque chose de complexe. Et chaque individu est un individu complexe. Et ce que je réalise, en fait, à travers l'ensemble des données documentaires que j'ai dépouillées, l'ensemble des études immunologiques que j'ai étudiées, l'ensemble des données cliniques et des réflexions que je me suis faites, c'est qu'on a affaire à une pathologie chronique extrêmement complexe qui va bien au-delà des standardisations que l'on pourrait appliquer. Et donc il va falloir que les médecins soient réellement formés dans un cadre, à mon avis, de spécialité ou de spécialisation. Alors on va revenir un peu sur votre livre. Des livres sur la maladie de Lyme, on en a vu déjà pas mal, il y en a pas mal qui sont sortis, des très bons livres. Dans le vôtre, qu'est-ce qu'on va trouver finalement de plus que dans les autres? Alors c'est une question piège, Mathias. Merci. Eh bien, d'abord, il y a des rappels, pour ceux qui ne les connaissent pas, qui sont des rappels de fondamentaux. Et puis, il y a des données de la science que personne n'a jamais exposées. J'y explique certaines données de physiopathologie, certaines données d'immunopathologie, certaines données aussi du contexte légal dans lequel on se situe, que personne n'a jamais exposé, que personne ne connaît en France. Et ces données, à mon sens, elles sont passionnantes puisqu'elles ont passionné un grand nombre de lecteurs déjà, en prélecture, et je pense qu'elles auront un impact assez déterminant sur la manière dont on pratique la médecine, dont on voit la médecine aujourd'hui, si les praticiens se donnent la peine de lire cet ouvrage. Et surtout, elles vont désiller la naïveté d'un certain nombre de praticiens et de patients et de malades ou de leur entourage qui ont du mal à percevoir la gravité du contexte dans lequel on se situe et la pandémie dans laquelle on se situe et à laquelle nous sommes confrontés, avec des réponses des pouvoirs publics qui me semblent quand même un petit peu faibles en termes de budget et en termes de recherche, puisqu'aucune équipe de recherche en France ne travaille sur le Lyme et ne s'est donné les moyens techniques de le faire. Et donc, il va falloir que ça change. D'ailleurs, on peut rappeler qu'on avait adressé début 2017, début 2018, pardon, début 2018, on a adressé un courrier à Madame Buzyn en lui demandant, avec votre aide d'ailleurs, en lui demandant les budgets de recherche thématisés, etc. Et à ce jour, on est encore en attente de sa réponse. Alors, manifestement, il n'y a pas de budget thématisé. Les États-Unis, qui sont quand même le fer de lance de la science aujourd'hui, ont budgétisé 200 millions de dollars d'argent fédéral et il y a 100 millions de dollars d'argent privé, de dons en grande partie, et d'argent privé qui est investi dans cette recherche spécifique sur la maladie de Lyme. Cette année, un de mes collègues, le professeur Zhang du Johns Hopkins Hospital de Baltimore, a reçu pour ses études concernant l'élaboration de nouveaux antibiotiques dans le cadre du Lyme chronique un budget de 18 millions de dollars. La France, je pense, de mémoire, consacre 300 000 euros de recherche cette année au Lyme, surtout des études épidémiologiques. Alors de ce qu'on a vu nous, c'est, en tout cas sur la maladie de Lyme, le budget est de 0 € pour 2019. Il n'y a aucun budget. 0 €. Alors c'est encore pire. Ouais. C'est encore pire et c'est absolument dramatique. Et à mon avis, vous savez comme moi qu'il y a un certain nombre de procédures qui sont en cours. Également, je pense que ça va intéresser les magistrats et les procureurs, et probablement que des enquêtes de police seront diligentées pour savoir quelles sont les responsabilités et quelles en sont les implications. Alors ça a déjà commencé d'ailleurs, on est tombé sur des trucs en bossant sur mon dossier hier.
des éléments assez intéressants. Il y a des choses qui ont commencé. Ouais. C'est-à-dire? Je ne peux pas en dire plus pour l'instant, mais D'accord. voilà, il y a des choses qui ont commencé au niveau du procureur. Il y a des premières choses qui ont été faites. Ouais. Il y a des gens qui ont été déjà entendus. Ouais. Voilà, alors effectivement, je pense que les responsabilités sont diluées puisque les intérêts sont majeurs. Donc l'arrosage peut être fort important et même inconscient. Mais à mon sens, il y a des responsabilités et les magistrats ne s'en laisseront plus compter. Ça a été très naïf pendant des années en ce qui concerne le HIV, et puis beaucoup moins naïf dans les suites. Et aujourd'hui, les magistrats sont très réactifs, y compris dans des affaires qui semblent mineures en regard du Lyme, par exemple les affaires du lévothyrox. Mais je pense que dans une affaire comme le Lyme, on a fort à faire. Et ça va donner beaucoup de travail aux magistrats. C'est quelque chose que vous abordez dans votre livre? Je dis un petit mot de choses qui semblaient pertinentes puisqu'elles ont été révélées par une instruction. Voilà. On va regarder un petit peu s'il y a des questions. Je vois pas de questions pour le moment, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Donc vous, la maladie de Lyme, vous l'abordez finalement depuis combien de temps? Ça fait combien de temps que vous travaillez sur la maladie de Lyme? Alors, j'ai commencé à travailler sur la maladie de Lyme il y a 9 ans, mais bien auparavant, certains aspects immunopathologiques des maladies auto-immunes m'intéressaient particulièrement. Et je m'étais persuadé qu'il n'y avait pas de maladie auto-immune sans facteur infectieux qui puisse les déclencher. Et il se trouve que ça a été corroboré par un certain nombre de publications et que ça oblige à aborder la médecine d'une autre manière. Et en m'approchant de cette maladie de Lyme, et j'explique bien dans mon livre quelle a été cette approche, j'ai été amené à approfondir effectivement ces connaissances et ces recherches, et surtout à approfondir avec des documents de première main, c'est-à-dire m'intéresser directement aux études et non pas aux édulcorés d'études retransmis par des médias médicaux ou par des chefs de service qui publient sur des études qu'ils n'auraient pas réalisées avec leur perspective et leur point de vue. Et c'est là qu'effectivement on s'aperçoit qu'il y a une bibliographie absolument magistrale, et puis en immunologie il y a également une bibliographie magistrale à exploiter. Voilà. Alors il y a Aurore qui nous demande si vous serez présent à Poitiers le 24. Je crois que vous avez un empêchement, donc vous ne serez certainement pas là. Non, j'ai un problème personnel. Donc il ne pourra pas dédicacer le livre, ce ne sera pas possible. Quand on ne supporte pas les antibiotiques, que proposez-vous? C'est Denise qui nous demande ça. Alors aujourd'hui, le pis-aller, malheureusement, c'est les antibiothérapies. L'usage de plantes est sympathique, mais on a affaire à un pathogène qui est très très particulier, qui agit plus comme un parasite que comme une bactérie au sein des cellules. Et donc malheureusement, il faut essayer de trouver le cocktail le plus adapté en fonction de ce qui a été publié et puis en fonction de ce qui est toléré. Mais on ne pourra pas faire l'économie. C'est comme certaines maladies immunitaires. Lorsque un traitement est mal toléré, on va essayer un autre traitement. Mais pour des raisons physiologiques et biologiques, on est tout de même obligé d'en passer un petit peu par l'antibiothérapie. On a Patricia qui nous demande comment aider son médecin qui est actuellement poursuivi par le Conseil de l'Ordre. Donc ça, il ne faut pas hésiter à nous contacter au niveau de l'association avec notre avocat. On aide déjà d'autres médecins, donc il ne faut pas hésiter à nous contacter. Il y a Élise qui nous demande, continuez-vous à avoir des patients pour un suivi Lyme, même sans prescription d'antibiotiques? Alors, je ne veux pas être en porte-à-faux et être en désaccord avec ma conscience et ce que je connais de cette pathologie. Après, je ne connais pas l'état de ce patient, de cette patiente. J'attends évidemment, lorsque je reçois quelqu'un, une lettre de recommandation de son médecin, et puis un CV assez court, mais qui situe un petit peu l'état de la pathologie,
et qui me permettent d'en comprendre l'évolution. Ensuite, je m'adapte en fonction des possibilités des uns et des autres. Mais je ne suis pas là pour me plier aux desiderata des uns et des autres et de leur donner mes connaissances et mon diplôme pour qu'ils s'auto-médiquent. Je suis là pour guérir mes patients. Et donc parfois, j'applique ce que j'estime être le plus adapté, en accord avec les patients, mais sans leur imposer quoi que ce soit, mais tout de même dans un but thérapeutique. Alors, ensuite, on a Elisabeth qui nous dit des antibiotiques, mais pour combien de temps? Ça, c'est une question très intéressante. Je vais vous situer une image qui sera parlante. Imaginons que vous entriez dans un hangar immense dans lequel il y a 1 million de voitures allumées. Eh bien, l'objectif étant de réduire le taux de pollution au minimum et donc d'éteindre la plupart de ces voitures. La durée, elle va dépendre de la faculté que l'on a à éliminer en grande partie le pathogène jusqu'à un seuil qui sera infraclinique, c'est-à-dire qu'on pourra à nouveau rentrer dans le hangar et avoir un air respirable dans des conditions physiologiques à peu près bonnes. Eh bien, c'est un petit peu l'objectif. La durée, elle n'est pas déterminée par la durée arbitraire que le médecin projette, elle est déterminée par l'état clinique et l'état biologique du patient. Et donc, c'est en fonction de l'amélioration et clinique et biologique que l'on déterminera si on interrompt une antibiothérapie. Mais on peut toujours faire des pauses puisque ce sont parfois des antibiothérapies assez longues. Alors, il y a Gérald qui nous demande quelle anomalie immunitaire avez-vous remarqué dans le Lyme chronique? Il y en a beaucoup. Le lupus, les thyroïdites auto-immunes qui sont extrêmement fréquentes, donc les maladies d'Hashimoto, les bases d'eau, et puis un certain nombre de pathologies vasculaires, maladie de Wegener, maladie de Berger, et puis d'autres maladies auto-immunes, très impliquées dans la sclérose en plaques, entre autres, et dans des phénomènes inflammatoires chroniques, la sclérodermie également. C'est propre à la teneur génétique du génome des borrélioses, avec des épitopes bien particuliers, donc des petits morceaux de gènes qui sont bien particuliers, propres et de nature propre à pouvoir déclencher certaines maladies auto-immunes. Alors il y a Marie qui nous demande est-ce qu'une fois qu'on est traité, on peut considérer qu'on est guéri? Est-ce qu'on est guéri une fois? Est-ce qu'on peut guérir finalement? C'est vrai, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on peut guérir de la maladie de Lyme, genre? Alors, guérir cliniquement, il n'y a aucun doute. Guérir physiologiquement et biologiquement, il n'y a aucun doute. Guérir sur le plan immunologique, il n'y a aucun doute. Il persiste tout de même une inconnue de taille qui est liée à la présence récurrente de ce pathogène intracellulaire. Dans des conditions d'hygiène ou de physiopathologie altérée, un individu pourra, à mon avis, réactiver cette situation inflammatoire en rapport avec le Lyme et faire une rechute qui sera à nouveau traitée si les traitements ont été bien réussis. Maintenant, tout dépend de l'état physiologique du patient. Lorsqu'une maladie, vous savez, dans toutes les maladies, il y a 3 étapes. Première étape, on est asymptomatique, on est simplement un porteur sain. Une deuxième étape pour laquelle le patient consulte, c'est un grand nombre de symptômes, un polymorphisme symptomatologique et qu'il faut explorer. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'il y a des petits désordres qui sont déjà repérables. Et puis ensuite, il y a le stade lésionnel, qui peut être bénin. On a développé un petit peu d'arthrose au niveau d'une main, ou malin, on se retrouve dans un fauteuil roulant avec une altération des capacités mnésiques ou des capacités d'élocution avec un AVC et d'autres problèmes importants. Donc, il faut comprendre que tout dépend vraiment de l'état immunitaire et de l'état physiopathologique de l'individu, et le risque de rechute existe. Et il faut le prendre en considération.
Merci. Ensuite, on a Sophie qui nous demande est-ce que vous croyez qu'une sclérose en plaques est finalement qu'une conséquence de la maladie de Lyme? Alors, sans rentrer dans un débat absconce, il y a l'université McGill qui a publié en 2002 une très belle cohorte. Effectivement, 45% des scléroses en plaques ont été identifiées comme étant liées à la présence de ce pathogène. Ouais, donc c'est quand même assez important. Il y a quasiment une personne sur deux, on peut considérer. Par rapport à cette J'ai pas de étude. données, Ouais, j'ai c'est pas cette de étude-là. données autres, mais enfin, en tout cas, c'est une voie à explorer lorsqu'on souffre de cette pathologie. Alors il y a Virginie qui nous demande est-ce qu'un Lyme chronique peut déclencher une hyperlactémie? Alors, le Lyme chronique, pour toutes sortes de raisons, entraîne un stress immunologique conséquent, avec des conséquences importantes d'un point de vue endocrinien, des manifestations neurologiques qui lui sont propres, et effectivement peut entraîner des troubles endocriniens dont la conséquence pourrait être effectivement une hyperlactémie. Il faut explorer les axes endocriniens, soigner évidemment chaque pathologie pour ce qu'elle est, et soigner le sous-jacent qui peut être un déclencheur. En tout cas, c'est une voie qu'il faut explorer. Alors cette semaine, il y a eu une émission sur la maladie de Lyme sur France 2. Et il y a eu notamment l'intervention du professeur Christian Perron sur les modes de transmission de cette pathologie. Il disait notamment que le vecteur principal, c'était la tique. Moi, j'ai eu discuté avec certains professionnels de santé en coulisses qui m'ont dit ok, la tique, mais c'est pas le vecteur principal. Pour moi, ça serait plutôt la transmission sexuelle. Il y a très peu d'études là-dessus, j'en connais qu'une. Vous, par rapport à tout ça, comment vous vous positionnez? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi le vecteur principal de cette pathologie? Alors d'abord, on n'a pas le financement et donc on n'a pas les études. Mais effectivement, il y a un certain nombre d'études qui ont été réalisées. Une dizaine d'études ont été réalisées quant aux greffe d'organes et transmission du Lyme. Ces études sont assez affolantes, d'abord. Ensuite, concernant la transmission fœto-maternelle, à mon sens, elle ne fait aucun doute. Et c'est probablement un des grands facteurs de transmission de cette pathologie. Ensuite, qu'il y ait des insectes transmetteurs autres que la tique, je n'en doute pas par les mêmes modalités. C'est une injection qui se fait par translation. Un animal contaminé, puis un être humain recontaminé simplement par translation vectorielle. Ensuite, les perfusions sanguines. On n'a pas de données qui soient probantes, mais c'est une forte suspicion. Et aux États-Unis, des mesures de précaution et prophylactiques ont été prises. Et puis la transmission sexuelle qui ne m'étonne pas. Il y a une étude qui montrait un certain nombre d'éléments, mais moi je constate que dans de très nombreuses familles, finalement, une maman contaminée va contaminer son époux et ses enfants, et avec des conséquences physiopathologiques importantes pour la vie de toute la famille. Donc c'est des études qui méritent d'être réalisées avec sérieux, et non pas des études légères, biaisées, pour faire plaisir aux personnes qui souhaiteraient étudier ces modalités. Des études faites de façon honorable, avec toute la probité qu'on leur demande. Alors justement, on travaille dessus avec Cobaye Community. On va lancer en février des projets de recherche. Alors ils ne sont pas encore définis, on ne sait pas exactement vers quelle étude on va se tourner, mais bon, ça sera de la recherche réellement objective tout sera en open source en fait. Tout en open source, et ça sera financé par ce fonds de dotation qui s'appelle Community Cobaye. Voilà. Donc c'est un truc hyper novateur. Et d'ailleurs, on verra, voir pourquoi pas vous intégrer là-dedans. Voilà, ça peut être aussi. Alors, il faut savoir que tout ce qui concerne les études humaines, il y a des paramètres légaux, que je rappelle d'ailleurs dans le livre, qui doivent être respectés.
Donc, ça va poser un certain nombre de problèmes de reconnaissance scientifique et un certain nombre de problèmes légaux qui devraient être explorés avant de commencer cette étude pour pouvoir valider les données de cette étude. Parce que ça va être des données révolutionnaires et ça va être des données qui vont permettre réellement d'apporter quelque chose au débat. Maintenant, si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, les instigateurs et les initiateurs de cette étude pourraient avoir des soucis. Les médecins qui seraient amenés à participer pourraient avoir de lourds soucis. Et donc, ce n'est pas forcément l'objectif. Je pense que l'objectif est plutôt d'en tirer une information légitime et peut-être d'y faire participer des praticiens et des praticiens hospitaliers également, des groupes hospitaliers, mais en tout cas de réunir le plus de bonne volonté possible et le plus de garde-fous possible aussi pour en valider les résultats. Donc c'est une très bonne initiative, mais je vous encourage à tout de même faire très attention à ce qui doit être encadré par la loi. Oui, bien sûr. Donc, de toute façon, il y aura un cadre, ça ne sera pas fait n'importe comment, ça se fait avec des professionnels de santé. C'est juste que pour le système, enfin la façon dont vont être décidées les études qui vont être lancées, autour de la table, il va y avoir des responsables associatifs, il peut y avoir il y aura des professionnels de santé, des chercheurs aussi qui seront là. Ça va se passer sur 48 heures. Et au bout de 48 heures, on doit déterminer les projets de recherche pour le Lyme qu'on veut lancer en France de cette façon-là. Voilà. Donc ce sera financé par le peuple et tout en open source. Voilà, c'est une initiative magnifique. Il faut vraiment encadrer, border, je dirais, légalement cette démarche, mais je trouve que c'est une démarche magnifique. C'est une démarche qui nous concerne tous et pas seulement aujourd'hui. C'est une démarche qui nous concerne tous pour notre futur. C'est certain. J'encourage tout le monde à en savoir beaucoup plus, à lire ce livre parce que j'y ai introduit des données scientifiques, épidémiologiques, légales, qui sont très abordables, compréhensibles par tous, des exemples cliniques qui sont vraiment très très imagés, des témoignages qui sont très émouvants et très justes, dont je fais l'analyse d'un point de vue médical. Et donc c'est très novateur comme discours. Un tel livre n'a jamais été réalisé à l'heure actuelle. Ça se lit comme un roman. Et je pense que c'est un excellent bouquin. L'ayant relu, je trouve que c'est une mine d'informations qui est phénoménale et très accessible. Alors on va le mettre face caméra si vous voulez le prendre là, pour que les gens voient bien le livre dont il s'agit. Donc Maladie de Lyme chronique, sortir de l'impasse. Donc on avait proposé à nos followers de faire un petit concours. Donc on a référencé tous les noms dans cette enveloppe. Je vais vous demander de tirer deux noms, deux petites étiquettes, et comme ça on annoncera le nom des gagnants en direct. Donc ces deux personnes vont recevoir chacune un livre qui sera dédicacé par le docteur. Alors, Corinne Dardevet. Ok, très bien. Donc qui a gagné un exemplaire, voilà. Que je m'empresserai de dédicacer, bien entendu. Et puis, Pierre Fabre. Ok, très bien. Et bien voilà, donc Pierre et Corinne, vous avez gagné les deux exemplaires. Ils vous seront envoyés par la poste prochainement et dédicacés. On a fait à peu près le tour, je pense. Dr Bronstein, je vous remercie beaucoup d'avoir pris ce temps pour nous expliquer tout ça. Merci à vous, Mathias. Tout ça. On est très proches parce que c'est un combat que je mène sur le plan médical et que vous menez sur le plan associatif. Mais on est très unis, je pense qu'on est des frères d'armes. Et effectivement, on est en train de faire avancer à très grands pas un problème de santé publique. Si on n'était pas là, nous, spécifiquement, je pense que le problème aurait été enterré depuis fort longtemps. La répression aurait été violente contre les médecins qui ont le malheur de s'y intéresser. Et puis, la dynamique judiciaire que vous avez entamée fait que les marques vont bouger. Et lorsque ça bouge pour la France, ça bouge pour le monde entier.
Et donc, je peux dire qu'on est à la pointe du combat mondial pour la connaissance et la reconnaissance de cette pathologie dans sa forme chronique. Et donc, c'est une grande étape, à mon avis, de la médecine, pas seulement française, mais mondiale, l'ensemble du combat que l'on mène. Et ce livre, il s'inscrit dans cette perspective d'amener à la connaissance des gens des éléments qui ne sont pas connus et qui méritent d'être connus dans divers domaines et qui, à mon avis, vont également servir de base documentaire dans les combats que vous menez. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que si aujourd'hui le droit de guérir arrive à mener les actions qu'il arrive à mener, c'est parce qu'il y a aussi d'autres acteurs et qui sont aussi essentiels que nous. Ça me paraît quand même important de le dire. Pour moi, tout le monde a son rôle à jouer dans ce scandale sanitaire. Voilà, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est parce que on a la possibilité de le faire. C'est parce qu'il y a eu d'autres acteurs, il y a d'autres acteurs aussi autour qui utilisent d'autres leviers. Mais ces leviers-là sont essentiels pour que nous, on puisse faire ce travail-là aussi aujourd'hui. On rappelle le nom de votre livre, donc c'est Maladie de Lyme chronique, sortir de l'impasse. Il est disponible à partir du 24 janvier et il est disponible en France, mais pas que. Il sera disponible en Belgique, Suisse, Canada, enfin Québec. Bon, on verra en fonction du succès qu'il rencontre. J'espère qu'il aura un succès immense. En tout cas, il va perturber le débat de façon profonde. C'est le principal, c'est que ça bouge. Voilà. Voilà. Super, merci beaucoup docteur. À bientôt. À bientôt.